Donc, je vais vous présenter mon travail de thèse. Ma thèse, elle s'intitule, comme le titre l'indique, Méthode d'identification de sources acoustiques paramétriques par mesure d'antenne-rie. Et là, normalement, si vous êtes étudiant et que vous n'avez pas encore avancé beaucoup dans la vie étudiante, vous vous demandez ce que ça veut dire. C'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Donc pour commencer, on m'a parlé de Barcamp et du fait que j'allais parler devant des étudiants. Donc je voulais un peu vous parler de mon profil pour que vous puissiez un peu voir comment on arrive à une thèse. Donc je n'ai pas commencé trop tôt non plus, j'ai commencé au lycée. Pourquoi le lycée? Parce que déjà je l'ai fait à Liévin. Liévin c'est dans le Pas-de-Calais, dans le nord, donc tout là-haut là-bas. Et parce que j'étais en sport-études, donc je voulais aussi montrer qu'on peut faire une thèse et faire du sport aussi à côté. Ce sport-études, j'ai commencé par du basket et après j'ai fait du triathlon. Et triathlon, c'est un sport que je continue encore aujourd'hui. À la fin de mon lycée, j'étais pas trop mal doué en maths. Du coup, on m'a dit, t'es pas trop mal en maths, fais une prépa. Je me suis pas posé beaucoup plus la question. Je suis parti faire une prépa à Lille, au lycée Faidherbe. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à ce genre d'études, à la fin de la prépa, qui est 2 ou 3 ans de maths intense, moi j'étais dans une filière maths physique, il y a les concours. Et les concours, c'est pour entrer dans des écoles d'ingénieurs. Moi, l'école d'ingénieur que j'ai réussi à avoir, parce que les concours, on est classé, c'est l'école NC Cube à Grenoble, qui est située bien plus au sud que mes études de départ. Cette école, les thématiques principales, ce sont l'énergie, l'eau et l'environnement. Donc elle s'appelle NC Cube avec 3 E. Et à la fin de ces 3 ans d'école d'ingénieur, j'ai terminé ces études par un stage de fin d'études à Lyon, dans une entreprise qui s'appelle MicroDB. Et à la suite de ce stage, comme ça se passait bien, j'ai décidé de continuer avec eux en thèse CIFRE. Et donc une thèse CIFRE, la particularité par rapport à une thèse classique académique, c'est qu'elle est encadrée, financée par une entreprise. Donc cette entreprise, il se trouve que c'est MicroDB et elle est co-encadrée par des laboratoires. Ces laboratoires, ils servent à justifier que le travail qui est fait, c'est bien de la recherche et l'entreprise, elle vient apporter principalement les sous. Au cours de mes 3 ans de thèse, donc que je termine actuellement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la caractérisation de sources acoustiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire décrire des paramètres de cette source. Et pour nous, plus précisément, ces paramètres, ils vont être au nombre de 3. Ça va être la localisation de la source, où est-ce qu'elle est située dans l'espace, la quantification de cette source, quel bruit fait-elle, quel niveau sonore elle fait, et l'identification de cette source. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'ai en face de moi? Et ces 3 paramètres, je vais les appliquer, les chercher dans 2 projets différents. Abyssand, comme on en a parlé juste avant, un projet qui parle de localisation et de quantification en prospection minière sous-marine, et un projet que j'appelle pour l'instant projet drone, il n'a pas vraiment de nom, qui cherche la localisation et l'identification de drones. Donc maintenant, pour la suite de cette présentation, je vais aller un peu plus en détail dans ces 2 projets, en commençant par le projet Abyssand. Donc le projet Abyssand, c'est un projet européen de recherche. C'est l'Europe qui donne des sous pour pouvoir effectuer un travail collaboratif entre des entreprises et des laboratoires. L'objectif de ce projet européen, c'est de déterminer l'impact acoustique d'un site minier. Et un site minier, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on voit sur l'illustration ici à droite. On a des machines au fond de l'eau qui viennent gratter les fonds marins pour récupérer des minerais. Elles sont connectées via des conduites et une pompe à un bateau qui récupère les minerais à la fin. Et tout ça, ça se passe dans un grand fond, puisqu'ici, sur l'illustration, c'est 1600 mètres de fond. Dans ce contexte, l'objectif de ma thèse, c'était de localiser et quantifier les machines excavatrices, donc celles qui sont sur le fond. Mais il y a plusieurs difficultés pour pouvoir réaliser cet objectif. C'est que l'antenne qu'on avait, malheureusement, elle était petite. Quand je dis petite, j'entends 3 mètres de diamètre et 3 mètres de hauteur. Donc ce n'est pas si petit que ça. Mais vis-à-vis des distances qu'il y a en jeu dans cette configuration, c'est quand même assez petit. Et on a aussi un problème de nombre d'hydrophones. On a assez peu d'hydrophones. Des hydrophones, c'est des micros qui vont dans l'eau, qui sont capables d'écouter dans l'eau. Et on n'en a que 21. Et la deuxième grosse difficulté de ce projet, c'est que le milieu il est très complexe. On est dans l'eau, on est par 2000 mètres de fond, donc il faut amener tous les éléments à cette profondeur. Et tout ça, ça crée des contraintes sur le matériel notamment. Pour pouvoir réaliser cette localisation et cette quantification, il nous faut des méthodes. Et là, c'est vraiment le travail de thèse, chercher les méthodes qui vont être capables de faire ça.
Et ces méthodes, il faut qu'elles soient capables de séparer correctement les sources, parce qu'elles peuvent être potentiellement proches, donc il nous faut des méthodes qui soient capables de faire ça, et robustes, parce qu'on est dans un milieu complexe. Donc le travail de thèse, c'est rechercher des méthodes, mais le travail de thèse, c'est aussi aller faire des essais. En tout cas, mon travail de thèse a consisté en partie à faire ça. Par exemple, ici, je vous ai montré quelques photos des essais qu'on a fait en mer avec l'équipe de l'Ifremer. Ici, vous avez le bateau avec à l'arrière l'antenne dont je vous parlais, donc il fait 3 mètres de haut et 3 mètres de large sur le diamètre supérieur. Et je vais vous jouer une petite vidéo, normalement vous n'avez pas de son, c'est normal, de l'antenne qui remonte de 700 mètres de profondeur. Donc là, ici, on avait posé l'antenne à 700 mètres de profondeur. Au bout de 2 jours, on l'a décrochée du fond, on l'a décrochée de son lest, et là, elle est remontée et on l'a récupérée. Donc c'est des manips assez impressionnantes, dont moi, personnellement, je n'avais pas l'habitude, c'était la première fois que je faisais ce genre de choses. Et la dernière image, c'est pour vous représenter la source, on ne la voit pas très bien. C'est une source qui est enfermée dans une cage en métal pour pouvoir aller la mettre aussi au fond de l'eau. Et cette source, elle consiste en une boule de céramique qui vibre, et donc en fait, c'est un haut-parleur sous-marin. Plus scientifiquement, plus concrètement, qu'est-ce qu'on a fait comme essai? Là, je vous représente un de ces essais, c'est l'essai que j'appelle grand fond, et c'est-à-dire que l'antenne et la source étaient posées sur le plancher océanique. Bon, pas exactement posées, parce que sinon on ne peut pas les récupérer à la fin, mais la source, elle était à 17 mètres au-dessus du sol, et l'antenne, elle était à 40 mètres au-dessus du sol. Et donc, il faut bien se rendre compte que le plancher océanique, ici, il est à 700 mètres de profondeur. Donc, il a fallu aller les mettre à ces endroits-là, ces différents éléments. Et si on regarde cette carte vue de dessus, on obtient la figure du dessous, où on voit que l'antenne, elle est située ici, et la source, elle est située un petit peu à l'ouest et au nord de cette antenne. Et tout le but des méthodes que j'ai choisies, dont je vous ai parlé précédemment, c'est de retrouver, à partir des signaux enregistrés par l'antenne et les 21 hydrophones, la position de la source dans ce plan. C'est les résultats qu'on voit ici sur la droite, avec une carte de la méthode qu'on appelle musique. C'est une méthode qui s'appelle haute résolution, c'est-à-dire qu'elle donne des résultats très précis spatialement. Et on le voit, ce résultat, c'est le lobe jaune ici, qui est relativement restreint dans la carte, là où d'autres méthodes donneraient des résultats beaucoup plus globaux et moins précis que ça. Comme on est en sciences, il faut vérifier que nos résultats sont corrects. Pour vérifier ça, on avait un système de localisation actif des différents éléments. Ce système, il nous permet de déterminer le centre du cercle blanc ici, et ce cercle blanc, il donne l'incertitude de mesure de la vérité terrain. Donc, à chaque fois qu'on part sur une méthode et qu'il faut la vérifier en science, il faut forcément avoir en face de ça la vérité, ce à quoi on s'attend. Si on passe, donc ça c'était quelques résultats pour le projet Abyssand. Je vais passer maintenant à mon deuxième projet, le projet d'identification de drones. Et donc pour commencer, un peu de contexte. Pourquoi on a travaillé sur ça ? Le gros problème, c'est que récemment, il y a eu beaucoup d'incidents impliquant des drones. Dans les nouvelles, on en entend régulièrement parler. On peut parler de Gatwick, l'aéroport, le crash sur une centrale nucléaire il y a quelques années, ou les attaques récentes sur des infrastructures en Arabie Saoudite. Les causes de ces incidents, c'est que les drones, c'est facile à acquérir parce que c'est disponible sur un marché qui est croissant, et c'est maniable et capable de porter des charges, donc potentiellement des charges explosives. L'objectif dans ma thèse, c'est de localiser ces drones pour pouvoir éventuellement les neutraliser. Ça, je le fais par traitement d'antenne, exactement comme ce que je vous ai montré dans Abyssand précédemment. Et la deuxième étape, c'est de les identifier pour éventuellement ne pas neutraliser un oiseau qui s'approcherait d'un site sensible. Et ce que j'ai choisi de faire dans cette présentation, c'est de vous montrer un peu plus en détail comment fonctionne le machine learning. Donc pour ça, j'ai besoin de mon téléphone, puisque je vais vous jouer des sons, puisqu'ici on fait du machine learning pour de l'acoustique. Et donc le machine learning commence par une phase d'apprentissage. Durant cette phase d'apprentissage, on montre au modèle, là aujourd'hui mon modèle ce sera votre cerveau, des exemples de drones et des exemples d'autres bruits qui ne sont pas des drones. Donc si je vous présente un premier exemple de drone, je vais essayer de me mettre tout près du micro. Donc ça, c'est un exemple de drone. Pour pouvoir
régler votre modèle dans votre tête, je vous montre un exemple d'un autre bruit. Si ça se lance. Donc là, vous êtes peut-être même capable de me dire ce que c'est cet autre bruit, mais c'est parce que vous avez un apprentissage déjà depuis des années de ce sont différents bruits. Maintenant que vous avez eu ces deux exemples, vous pouvez apprendre un modèle, faire une séparation entre ces deux classes. Et tout le but ensuite de la phase de test à laquelle on s'attaque maintenant, c'est de prédire les nouveaux bruits qui vont arriver dans l'une ou l'autre des classes. Donc si je vous montre un nouvel exemple, vous devez être capable de me dire si c'est un drone ou un autre bruit. Ici c'était facile, c'était un autre bruit. Et si je vous montre un autre exemple à nouveau, là, normalement, vous avez reconnu un drone. Mais tout le problème, c'est pour les bruits qui vont être un petit peu entre les deux. Donc si je vous donne un dernier exemple dans cette phase de test, là, normalement, c'est plus difficile pour vous de déterminer. Certains de mes collègues avaient dit drone et d'autres avaient dit bruit. La réponse, c'est que c'était une abeille. Donc normalement, j'aurais dû classer ça dans autre bruit. Donc on sent bien qu'il va y avoir des problèmes pour ces bruits un peu plus difficiles à classer. Comme pour Abysson, on a effectué des mesures pour pouvoir vérifier que toutes nos méthodes et notre matériel fonctionnaient. Ces mesures, on les a faites cette fois-ci à la montagne, donc après la mer, la montagne, dans une clairière. On était à peu près au centre de la clairière où on avait posé notre antenne. L'antenne, elle est ici. Ce n'est pas du tout la même antenne que tout à l'heure. Elle est posée face vers le haut pour pouvoir localiser sur une sphère qui recouvre la totalité de l'espace qui est au-dessus de l'antenne. Pour pouvoir perturber les résultats de cette localisation de drone, on avait un haut-parleur qui jouait des sons différents, parce que plus on a de sons, plus c'est difficile de les séparer. Le drone, vous le voyez ici en photo, en bas à droite, le drone qu'on a utilisé. Et donc les résultats, je vous les présente sous forme d'animation. Dans cette animation, vous allez voir le drone qui va tourner en cercle autour de la représentation. Il est représenté, encore une fois, sa vérité terrain est représentée par la croix noire. Donc à nouveau, il nous faut une vérité terrain pour voir si nos algorithmes fonctionnent. La vérité terrain du haut-parleur, elle est représentée par la case noire ici. Et les estimations que je vais faire par ma méthode, c'est à nouveau la méthode musique. Elles sont représentées par les cercles de couleurs. Et donc si je joue l'animation, vous allez voir qu'au début, le drone il est assez bas. Donc la distance par rapport au centre du cercle, elle représente l'élévation, donc la verticalité du drone. Et après, il va commencer à tourner. Là, ce qu'on voit, c'est que l'intérieur du cercle et l'extérieur du cercle, pour les deux cercles d'estimation, ils sont de la même couleur. Ça veut dire que l'identification est correctement faite. Et quand on s'approche du haut-parleur, on voit que des problèmes commencent à arriver. Déjà, on a des problèmes de localisation. La deuxième estimation est fausse. Et on a des problèmes d'identification. Le cercle intérieur qui concerne le drone devient vert. Donc on identifie le drone comme un haut-parleur, ce qui est faux. Et lorsqu'on va s'écarter à nouveau, on va avoir une identification correcte du drone et une identification correcte du haut-parleur. Donc ça, on l'a réalisé plusieurs fois et en moyennant les résultats sur plusieurs répétitions, on peut avoir différentes conclusions, différentes analyses. Donc pour conclure sur ma thèse en particulier, parce que ma thèse est bien différente d'autres thèses, comme vous allez le voir juste après, c'est une thèse CIFRE, donc encadrée par une entreprise. Donc on peut attendre parfois, mais ce n'est pas forcément vrai de toutes les entreprises, des résultats plus pratiques, mais il y a des entreprises qui sont dans la recherche fondamentale aussi. Ma thèse, c'est aussi beaucoup de mesures. Ça, c'est un souhait que j'ai émis au fur et à mesure de ma thèse, puisque j'aimais ça. Et c'est une envie de vulgariser aujourd'hui, mais aussi pendant le concours Ma thèse en 180 secondes, dont vous voyez la slide qui résume mes travaux de thèse, ici sur la droite. Et après, il y a des choses un peu plus classiques dans une thèse, ce que je suis en train de vivre actuellement, ce que j'ai vécu récemment ou ce que je vis actuellement, une longue rédaction. Donc, il faut bien mesurer que quand on se lance dans une thèse, on se lance dans un projet normalement de 3 ans, la plupart du temps. Et à la fin, il faut rédiger quelque chose cohérent qui reprend l'ensemble des résultats et des travaux que vous avez faits. Et donc ça, c'est un gros travail qui est assez difficile parce qu'il faut imaginer que c'est je ne sais pas combien de fois un travail de rédaction de projet d'école, par exemple. Et enfin, le dernier exercice qui arrive très très rapidement, puisque c'est dans 2 semaines, c'est une soutenance. Et là, c'est 45 minutes de présentation
sur les résultats de mes travaux devant un public d'experts, devant un jury qui est composé d'experts. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez encore des questions à les poser dans le chat et je suis ouvert à y répondre. Ouais, faut couper. C'est bon. Je vais d'abord poser la première question. Quel est l'ordre de grandeur de la taille de l'antenne pour drone? Alors, je vais la remettre en photo du coup. Alors, l'antenne ici, le diamètre avec les petites extensions, ce qu'on appelle ici les petites extensions, c'est 60 cm. Donc, c'est beaucoup plus petit. Par contre, c'est des microphones qui s'appellent MEMS. Donc, les microphones, exactement des microphones qu'on a dans nos téléphones. C'est la même technologie et du coup, il y en a 81. Donc, on est capable d'en mettre beaucoup plus sur une petite surface. Peut-on envisager de l'embarquer sur un autre drone pour détecter d'éventuels drones hostiles? Alors oui, alors pas celle-là parce qu'elle va être trop lourde. Par contre, c'est un sujet de recherche à part entière. Ça s'appelle la drone audition en anglais. Donc c'est embarquer des antennes sur des drones pour pouvoir non seulement se rapprocher des cibles si c'était des cibles de drones, mais il y a aussi beaucoup de gens qui font ça pour travailler sur du repérage de gens dans des catastrophes naturelles. Donc repérer des gens qui crieraient dans une catastrophe naturelle, ils mettent des antennes en dessous des drones pour pouvoir essayer de les retrouver par l'acoustique. C'est des choses qui existent. Une autre question, qu'est-ce qu'une vérité de terrain exactement? Alors la vérité de terrain, c'est vraiment ce qu'on va chercher à atteindre par nos méthodes. Quand on développe une nouvelle méthode, et notamment quand on fait pas mal de mesures, donc des choses où on récupère des signaux réels et pas des choses simulées, il faut à l'avance prévoir comment on va vérifier que nos méthodes elles sont bonnes. Parce que là, si je vous montre les résultats de cette vidéo que les points de couleur, vous allez me dire, bah oui, ok, mais est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est ce à quoi on s'attend? Donc la vérité de terrain, c'est un mot admis, c'est quelque chose que tout le monde, on utilise tous le même mot pour dire, c'est ce qu'on cherche à atteindre avec nos méthodes. Donc ici, la croix noire et le carré noir. Est-ce que vous pouvez réexpliquer le contrôle terrain du premier projet? Alors, et ça je l'ai fait vite parce que c'est quelque chose d'assez technique, je pense que sur la photo du bateau, on voit un petit peu... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur votre écran, mais là, il y a une perche, en fait, qui va dans l'eau. Cette perche, dessus, il y a 4 hydrophones, et il se trouve que c'est des hydrophones qui peuvent aussi émettre. Pour pouvoir localiser et donner la vérité terrain, donc pour pouvoir avoir la vérité, ce à quoi on s'attend de notre position d'antenne et de source, ces hydrophones ils vont envoyer un signal à un capteur qui est situé juste à côté, pas exactement dessus, mais juste à côté de la source. Ce capteur il va répondre. Donc tout ça c'est fait par acoustique, donc c'est assez proche finalement de ce que je fais, mais c'est actif, c'est ça la grosse différence. Et en calculant le temps entre l'émission et la réception des différents éléments, le système, qui est un système industriel validé, est capable de déterminer où sont les éléments dans l'eau. Donc la différence avec mon système, c'est que c'est un système actif, donc il va émettre et recevoir, et du coup il a plus d'informations que moi puisqu'il sait à quel moment il a émis et à quel moment il a reçu. Donc il est capable de calculer avec V égale D sur T la distance entre les éléments et du coup de replacer ces éléments en 3D. Pour ceux qui aimeraient un peu plus de détails, le système s'appelle Mimosa et il est utilisé par l'Ifremer depuis des années. Est-ce que justement il y a une charte du bruit sous-marin? Alors, pas de question. Est-ce que justement il y a
charte du bruit sous-marin? Alors, en termes de normes, c'est assez récent. Et pour l'instant, les normes, elles s'intéressent quasiment qu'au bruit de bateaux, des bateaux qui passent. Il y a 3 normes qui existent en Europe et il y a une norme américaine, enfin 2 normes américaines, je pense. Mais pour l'instant, sur le bruit des sites sous-marins miniers, il n'y a absolument pas de normes et absolument pas de régulation. Donc, pour l'instant, en termes de normes, il y a ça. Et après, l'Europe est en train de mettre en place tout un processus qui s'appelle DCSMM, quelque chose comme ça, donc qui est un projet européen pour réguler le bruit acoustique, notamment dans notamment dans la Méditerranée, et émettre des arrêtés et des régulations pour pouvoir dire non, là c'est trop, là vous pouvez faire plus éventuellement. Donc, globalement, c'est toujours trop, hein. Et du coup, ils sont en train de mettre toutes ces règles en place, mais ça prend du temps. Tout ce qui est régulation, etc., ce n'est pas des choses immédiates. Il faut convaincre les politiques globalement que c'est utile. Et du coup, c'est des choses qui se mettent en place. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est la DS ou DCSMM. Directive cadre, donc DC, stratégie, marin, un truc comme ça. En quoi consiste la méthode de localisation de drones? En quoi consiste? Alors, je ne suis pas sûr d'avoir bien la question. Si c'est comment elle fonctionne, je vais juste... Si c'est comment elle fonctionne, la méthode musique, qui est la même du coup que la méthode pour Abyssand. Alors, comment expliquer ça simplement? On calcule ce qu'on appelle mathématiquement la matrice interspectrale. La matrice interspectrale, c'est la différence, c'est le déphasage entre les signaux reçus par les différents microphones de l'antenne. Donc, quand vous avez un signal qui arrive sur une antenne, il y a un premier microphone qui va l'entendre en premier, puis un second, puis un troisième, etc. Là, il faut imaginer que c'est 81 fois ça. Pour pouvoir calculer la matrice interspectrale, c'est calculer le déphasage, donc le retard, c'est lié mathématiquement, entre les différentes voix enregistrées par les différents microphones. Donc ça, c'est mes données. Et la méthode haute résolution musique, elle décompose cette matrice en éléments simples, en éléments diagonaux. Donc pour ceux qui ont fait des cours de maths, ça doit leur rappeler quelque chose. Donc on fait une diagonalisation de cette matrice et on sépare l'espace signal et l'espace bruit. Ces deux espaces, ils sont orthogonaux mathématiquement. Ça veut dire que quand on projette sur l'espace bruit, on va avoir une très faible valeur là où est-ce qu'il y aura du signal. Et en inversant cette projection, on obtient des très fortes valeurs où est-ce qu'il y a du signal. Donc c'est vraiment ça. Matrice interspectrale qui représente les différents retards entre les différentes voies microphoniques. Décomposition de cette matrice en 2 espaces, espace signal et espace bruit. Et projection et inversion des données sur l'espace bruit. C'est tout bon? Voilà. Terminé par des maths. Oups, je remets mon masque. D'accord, très bien. Je n'étais pas sûr d'être très clair. Une dernière question. Ah. Alors, une dernière question. Est-ce que la différence entre signal et bruit se fait justement avec le machine learning? Alors là, non, pas du tout. Si c'est dans ce que je viens de raconter, la diagonalisation, non, pas du tout. C'est des maths, c'est pas du... Enfin, c'est des maths. Les machine learning aussi, c'est des maths, mais c'est vraiment une décomposition de matrices issues des mathématiques. Par contre, la séparation, ce que je vous ai fait, le petit jeu que je vous ai fait entre bruit et autre bruit et drone, là oui c'est du machine learning. Et donc le modèle que j'utilise, donc ce que vous avez fait vous dans votre tête, c'est construire une séparation. Ben, c'est concrètement ce que je fais mais avec un ordinateur qui a des exemples de l'une et l'autre et des classes et qui construit une séparation entre les deux grâce à un modèle de machine learning.